à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Défense. Si je vous parle de Marco Polo, non, ce n'est pas le navigateur, c'est l'Iran qui se sert de réseaux criminels et de trafiquants de drogue pour attaquer des cibles juives en France et en Allemagne. Retour sur les faits, on en parle juste après. C'est une enquête édifiante publiée par Mediapart. Des révélations qui mettent en évidence la façon dont les services secrets iraniens tentent d'assassiner des Israéliens, des Juifs et des opposants politiques sur le sol européen. Et ce, par le biais de réseaux mafieux et criminels. L'organisation est minutieuse. Ces réseaux opèrent déjà en Europe dans le trafic de drogue et d'armes. Ils offrent ainsi aux Iraniens une couverture et une expertise locale qui rendent les actions plus difficiles à détecter par les autorités. Le rapport indique aussi que l'Iran ne contacte pas directement ces criminels en Europe, mais passe par des messageries cryptées utilisées là encore par des réseaux criminels. Mediapart s'est procuré des comptes rendus de la DGSI et raconte les détails de l'affaire Marco Polo. Au mois de mai, Abdelkrim et sa compagne Sabrina sont suspectés et accusés d'appartenir à une cellule commanditée par l'Iran. Ils ciblent des employés d'une entreprise de sécurité israélienne et 3 Israélo-Allemands résidant à Munich et Berlin. Selon les enquêteurs, Abdelkrim aurait effectué plusieurs voyages en Allemagne à des fins de repérage. Ils imputent aussi à la cellule 4 incendies d'entreprises situées dans le sud de la France et appartenant à des ressortissants israéliens, survenus entre décembre 2023 et janvier 2024. Selon la synthèse de la DGSI, le couple aurait été mis en contact avec le coordinateur de la cellule par un ancien codétenu. En effet, Abdelkrim était déjà connu des services de police. Condamné à 10 ans de prison pour meurtre, il était en liberté conditionnelle. Ce coordinateur était, selon la DGSI, un important trafiquant de drogue originaire de Lyon et se trouvait probablement en Iran au mois de mai. Mediapart souligne que cette stratégie s'inscrit dans une approche plus large de l'Iran, visant à affaiblir ses adversaires à l'échelle mondiale, tout en contournant la surveillance internationale. Une enquête qui révèle avant tout le nouveau visage du terrorisme d'État iranien. Et je reçois justement Mathieu Suc, journaliste Mediapart, et c'est vous qui avez réalisé cette enquête très détaillée. Merci d'avoir accepté mon invitation, Mathieu. Combien de temps vous a-t-il fallu pour constituer cette enquête ? Oula, écoutez, j'ai eu l'info initiale pas longtemps après les interpellations, donc au printemps, mai-juin, et on la sort là fin août, début septembre. Donc voilà, bon, il y a eu les vacances, il y a eu les Jeux Olympiques, mais ça a été un travail au long cours et qui a été aussi rendu possible par le travail avec. On a un consortium européen auquel nous participons à Mediapart, c'est l'EIC, auquel participe également le Spiegel et depuis quelque temps un média israélien, Shomrim. Et c'est grâce aussi au travail fait par ces différents médias, dont les 2 que je viens de citer, qu'on a pu compléter et aller au bout de cette enquête. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites en substance, finalement, c'est la partie émergée de l'iceberg. En fait, donc j'apprends de manière quasiment incidente cette histoire, et quand je commence à travailler dessus et en y associant donc nos confrères de l'EIC, on s'aperçoit que en fait on a depuis 5-6 ans un nombre d'assassinats ou de tentatives d'assassinats qui sont suspectés avoir été commandités par l'Iran. Donc, en gros, tout le temps sur les 3 mêmes cibles, c'est-à-dire des Israéliens, des Juifs ou des opposants iraniens au régime des Mollahs. Simplement, en fait, un coup, ça se passe en Espagne, une fois en Suède, une fois en France. Certains sont déjoués, certains sont réalisés. Et donc, nous tous, médias, en fait, on ne prend pas vraiment la mesure de la chose, parce que quand ça se passe en Espagne, ça va se terminer en brève dans nos médias français, voire même on ne va pas en parler. Et c'est ce qui nous a semblé important aussi, c'est de mettre en perspective, et je dois dire que pour moi-même, qui ne travaille pas vraiment
pas spécialement sur l'Iran, mais plutôt sur le terrorisme djihadiste type Al-Qaïda ou État islamique, ça a été aussi une surprise de découvrir que, en fait, si on agglomérait et qu'on prenait un peu de recul, on était face à un phénomène d'importance et qui montrait que l'Europe était devenue ou redevenue, puisque ça l'a été par le passé, le terrain de jeu, si vous me passez l'expression, des spadassins à la solde de l'Iran. Vous dites aussi dans votre enquête que le Mossad est très discret. C'est-à-dire que, oui, il y a eu transmission d'un coup de pouce d'une information, mais de manière très discrète. Alors, ça c'est quasiment traditionnel. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses où on n'a pas réussi à aller au bout. C'est-à-dire que les services de renseignement, vous savez, c'est la règle du tiers service. C'est-à-dire que vous ne donnez pas des informations qui vous ont été fournies par un autre service sans son accord, parce que sinon, si vous le mettez lui en difficulté, si vous mettez en difficulté ses sources, il renâclera par la suite à vous informer. Donc, on est dans un jeu où on sait que un des renseignements, ou le renseignement à l'origine de l'affaire, provient d'Israël et du Mossad. On sait que la DGSI en France et les services de renseignement allemands, qui étaient les deux pays dans lesquels des personnes étaient ciblées par l'Iran, ont énormément travaillé. Après, voilà, qui a fait quoi, même si on avait énormément d'éléments, quand on sollicitait les dits services, ils sont tous restés très, très silencieux. Donc voilà, le Mossad veut probablement protéger ses sources, qu'elles soient humaines ou techniques. C'est tout à fait compréhensible. Mathieu Suc, ce que je retiens finalement comme enseignement de cet article, de cette enquête, c'est que l'Iran aujourd'hui, ce n'est pas nouveau certes, mais va se servir comme terrain de chasse de tous ces trafiquants, de tous ces criminels en France notamment. C'est, comme vous le dites, c'est à la fois pas nouveau et nouveau, en tout cas dans l'intensité. Et c'est pour ça même que dans le deuxième article qu'on a fait dans Mediapart pour expliquer l'ampleur du phénomène, j'ai choisi de ne pas mentionner d'autres méfaits attribués à l'Iran, parce que là, ça ressortait d'un terrorisme d'État plus traditionnel avec des membres des services secrets d'un pays qui se débrouillent pour aller exécuter des ennemis de ce pays. Là, en fait, tout démarre de Villepinte. Vous vous rappelez, en 2018, il y a une affaire où un attentat va être déjoué contre les moudjahidines du peuple, les ennemis politiques traditionnels des mollahs en Iran. Et là, c'est du terrorisme d'État classique avec un attaché d'ambassade en Autriche qui est en réalité un espion des services de renseignement iraniens, qui est à la manœuvre de ce projet. Il y a un autre attentat qui est déjoué et qui pointe un peu trop le doigt vers l'Iran. Et donc, l'Iran va changer de méthode et va intensifier une pratique qu'il avait déjà, mais de recourir à des criminels avec un schéma qu'on retrouve dans plusieurs affaires. C'est-à-dire, vous avez un trafiquant de drogue, alors français, iranien, suédois, qui a des problèmes et qui va se réfugier pour échapper à la justice de son pays ou européenne, va se réfugier en Iran. Là, les mollahs vont détourner pudiquement le regard sur ces trafics. Je rappelle qu'en Iran, le trafic de drogue est passible de la peine de mort. On va l'autoriser à continuer à vendre de la drogue, que ça soit en Europe, voire même en Iran, mais la contrepartie, c'est de mettre ses moyens, sa logistique, sa main-d'œuvre au service des projets d'assassinat que peuvent avoir les mollahs. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver dans cette affaire Marco Polo. Il y a un autre élément peut-être que je voudrais souligner, c'est que alors on pourrait presque trouver ça risible si ce n'était pas dramatique, c'est que pendant l'affaire Marco Polo, la cellule terroriste, en fait, les services européens
protège les cibles et la cellule terroriste, voyant qu'elle n'arrive pas à passer à l'acte, va, pour patienter, prendre des cibles de moindre envergure et fomenter et réaliser des incendies criminels dans des entreprises. Alors, dans le sud de la France, ce sont des entreprises qui n'ont aucun lien entre elles et dont on ne voit pas l'intérêt. Ce sont des incendies faits la nuit, il n'y a fort heureusement pas de victimes. Le seul lien retrouvé par la DGSI entre ces 4 entreprises, c'est qu'elles sont toutes la propriété d'Israéliens, ou d'ailleurs, pour certaines, elles ne le sont plus, mais elles l'ont été dans un passé récent. Et là aussi, on pourrait trouver ça anecdotique, mais en fait, c'est aussi révélateur. Il y a un service européen qui nous a raconté ça, c'est que depuis le 7 octobre, l'Iran, auparavant, cherchait à frapper des Israéliens ou des Juifs ou des opposants iraniens qui étaient célèbres ou qui avaient une importance dans leur communauté respective. Là, depuis le 7 octobre, notamment concernant les Israéliens ou les Juifs, l'idée, c'est de frapper quasiment n'importe où et quasiment n'importe qui pour, littéralement, créer un sentiment d'insécurité au sein de ces différentes communautés. Et ça aussi, c'est relativement nouveau et c'est ce que révèle cette affaire Marco Polo. Merci infiniment, Mathieu Sucre, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors je m'en tourne vers vous, Chani, parce qu'on aimerait comprendre qui est derrière justement cette planification. Visiblement, il y a une unité, l'unité 400 des gardiens de la Révolution. Oui, Mathias, c'est une unité qui fait partie de la Force Quds, donc l'unité d'élite des gardiens de la Révolution. Le but de cette unité 400, c'est de diriger des attaques ou des opérations spéciales contre ceux qui mettent en danger les intérêts iraniens, mais à l'étranger. Et elle est chargée de traquer ces cibles dans le monde entier. Donc elle a été conçue pour opérer en dehors des frontières iraniennes, dans les zones où l'Iran ne peut pas agir directement par peur justement de déclencher des tensions ou justement de déclencher une escalade militaire ou diplomatique. Donc c'est véritablement l'exemple de la pieuvre iranienne qui déploie ses tentacules à l'étranger. Pour ce qui est de cette unité 400, il faut savoir que c'est l'unité la plus jeune de la force Al-Quds. Elle a été créée il y a à peu près 10-15 ans et elle est dirigée par un homme qui s'appelle Ahmed Abdellahi, mais beaucoup pensent qu'elle est dirigée personnellement par le guide suprême, donc l'ayatollah Ali Khamenei. Pour ce qui est de sa structure, on ne connaît pas exactement sa structure exacte, mais on sait qu'elle opère indépendamment des autres unités de la force Quds. Une sorte d'électron libre. Exactement. Et elle possède un accès direct au plus haut niveau de commandement. Pour ce qui est de son fonctionnement, elle a des cellules clandestines qui sont déployées dans le monde entier avec un déploiement spécial en Asie, qui fonctionne souvent d'ailleurs en partenariat avec des réseaux locaux et principalement des groupes criminels. Et ces personnes qui coordonnent, qui planifient et qui exécutent ces attaques et ces activités, ce sont des Iraniens qui coordonnent et qui planifient tout ça depuis des bases à Téhéran et qui sont ensuite envoyés à l'étranger avec l'aide des renseignements iraniens, justement pour mener ces activités. Maintenant, pour les activités en question, les missions, on parle d'assassinats ciblés, on parle d'attentats. D'ailleurs, il y avait la tentative d'attentat à la bombe en 2018 à Villepinte. Eh bien, c'était cette unité 400. On parle aussi d'un soutien logistique et militaire à des groupes alliés et également des missions de collecte de renseignements. Comment est-ce qu'elle mène toutes ces opérations? Par des véhicules piégés, utilisation de véhicules piégés, de drones explosifs, des assassinats directs, des cyberattaques pour collecter ces renseignements et également elle exploite des réseaux de contrebande pour financer ces opérations. Maintenant, il faut savoir que cette unité 400, elle a préparé des cellules dormantes qui peuvent être activées si les tensions entre l'Iran et l'Occident grandissent. Maintenant, il faut savoir quelles seront les prochaines cibles de cette unité 400. Ce qui est intéressant, c'est exactement ce que vient de dire Mathieu, et ce que vous venez de préciser aussi, c'est qu'il y a un réseau d'unités 400 et surtout que cela peut éventuellement déclencher une crise diplomatique et on vient de le voir là en France justement. Merci d'avoir été précise, Chani. Alors, vous allez voir cet invité, il est assez exceptionnel. J'ai demandé cette semaine à Yehuda Price. Bonjour, merci de répondre à nos questions. Je vous dis bonjour parce que vous êtes en Californie. C'est parce que vous avez un passé et vous n'étiez pas
pas cet homme que je vois à l'écran il y a quelques années de cela, qui porte un costume, une cravate, une chemise, une barbe et une kippa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous étiez? Oui, eh bien, d'abord, merci de m'accueillir. Oui, j'ai commencé comme gangster professionnel, toutes sortes d'armements, de munitions. Je volais des drogues pour vivre. Je suis couverte de tatouages et j'ai consacré ma vie à être un gangster et à commettre des crimes. Plus je commettais des crimes, meilleure était ma réputation et j'en étais fier. J'étais fier d'être un gangster, malheureusement. Et en fin de compte, ça m'a jeté en prison pour 22 ans. J'ai une question finalement qui me taraude, mais elle est peut-être simpliste, mais c'est quoi être fier d'être un gangster? Eh bien, il y a beaucoup d'éléments à cela et qui sont en rapport avec l'insécurité. Si vous ne pensez pas être vu, si vous sentez qu'on vous traite de manière injuste, ou peut-être vous regardez le monde et vous voyez vos échecs et vous accusez le monde pour ces échecs. Quoi qu'il en soit, les gens qui m'ont accepté et m'ont fait sentir plein d'appartenance, comme si c'était des membres de la famille, qui m'ont demandé comment je me sentais, eh bien, c'était des gangsters et je ne me sentais pas appartenant à la société de manière générale et les gangsters m'ont pris sous leur aile et j'en étais fier. Pas seulement ça, beaucoup de gens, on parle de succès, de réussite dans la vie, ce qui est très abstrait pour un adolescent. À l'époque, je pouvais avoir ainsi une identité, de la force, de manière relative et on me voyait, alors je me sentais cool et je voyais qu'il faisait ce qu'il faisait pour que j'ai envie d'être ce que je suis et peu m'importer la société. Dr Yehuda Price, aujourd'hui que vous êtes juif, vous m'avez dit hors antenne que vous sanctifiez la vie. Est-ce que je me trompe si je vous dis que au moment où vous étiez gangster, vous cherchez justement à mourir en héros gangster? Oui, je crois que vous touchez là quelque chose d'important. Auparavant, je n'avais pas vraiment d'avenir. Enfin, j'y pensais pas. Je pensais mourir comme gangster, passer du temps en prison en tant que tel. C'était quelque chose qui était acceptable. Quand je regarde en arrière, je ne peux pas croire que je pensais ça. Mais oui, aujourd'hui, comme juif, il s'agit de sanctifier la vie, de mettre du sacré dans la vie, dans le monde. Et c'est un objectif qui est la chose de la vérité absolue, qui est Hachem. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que c'est le terrain de chasse aussi, on en parlait juste avant dans une précédente interview, de l'islam radical, d'une extrême gauche très radicalisée aussi, c'est d'aller justement, ces jeunes en perdition, ces gangsters pour diffuser la haine. Je n'ai pas d'explication pour ce qui est de l'aspect religieux de toute personne qui est religieuse, qui voudrait recruter des gens pour parler de destruction, de haine. C'est incompréhensible pour moi. Je ne comprends pas. Dans la Yiddishkeit, dans le judaïsme, c'est exactement l'inverse. La vie est précieuse et chère. Nous voulons parler de la vie, vivre la vie. Et donc, les gens qui sont des gangsters, qui parlent de haine, qui sont motivés de l'argent, motivés par le crime, eh bien, c'est complètement à l'opposé de la religion. Et vous êtes payé pour faire le mal. Je ne comprends pas comment on peut accepter ça. C'est autre chose. Je ne comprends pas le point de vue religieux dans ce domaine. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, ce mode de vie qui sévit notamment en Europe, on vient de le dire en France, en Espagne, en Allemagne également, s'exporte aujourd'hui de plus en plus aux États-Unis, ou revient plus exactement, à l'époque il y avait Louis Farrakhan?
Oui, je crois que cela peut arriver, en effet. Tout ce qu'il faut, c'est que des organisations diverses essaient de le faire et que les criminels les servent. Si vous êtes dédié au crime, pourquoi pas? Vous êtes payé, vous avez du soutien, vous êtes reconnu pour le faire. Je pense que c'est une chance que vous saisiriez si vous n'avez pas de moralité qui soit reliée à autre chose qu'un ethos criminel. C'est tout à fait possible, mais évidemment. Donc vous êtes en train d'expliquer effectivement qu'il y a une frontière de plus en plus fine ou mince entre la criminalité et le terrorisme. Est-ce que vous êtes en contact avec vos amis, enfin vos anciens amis, des gangsters? Est-ce qu'ils vous expliquent que les choses empirent actuellement? Eh bien, je dirais que je ne suis pas vraiment en contact avec la plus jeune génération. J'ai passé quand même 16 ans en prison, mais je suis en contact avec la jeune génération et mes amis. Je suis travailleur social clinicien et comme juif orthodoxe, je vais dans ces communautés. Je pense que plus que tout, quand ils me voient, juif orthodoxe, dans ces communautés, avec cette familiarité, ils me connaissent, ils connaissent mes motivations. Donc, ils vont probablement pas m'attaquer personnellement et au moins cela leur donne davantage d'attitude amicale face aux juifs en général, aux juifs orthodoxes même. Et je me souviens pas consciemment, en tout cas, de rencontrer un juif avant d'être incarcéré. Si vous n'avez pas de contact personnel avec quiconque, c'est plus facile de d'haïr ce que vous connaissez pas. Alors, je n'ai pas le sentiment qu'ils pensent aux juifs ou au terrorisme d'une manière ou d'une autre, mais ce à quoi ils pensent, c'est un peu comment les plus vieux des gangsters, des dealers exploitent les plus jeunes qui cherchent l'appartenance. C'est la même chose qui peut arriver avec mes amis ou mes anciens amis, mon ancien milieu. N'ont pas forcément de problème avec les juifs grâce à moi, peut-être. Ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas quelqu'un qui ait une animosité et qui soit exploité. Quand on exploite des gens pour la criminalité, c'est plus facile de le faire. Et donc, c'est facile d'exploiter quelqu'un qui a déjà... c'est plus difficile quand quelqu'un a déjà une moralité, au fait. Quand j'ai préparé cet entretien... Yehuda Price, je vous ai dit que je voulais parler justement de cette frontière très fine entre la criminalité et le terrorisme et le fait que l'Iran allait se servir de criminels en France, notamment de trafiquants de drogue pour ce faire. Ce qui m'a étonné justement, c'est que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas étonné de cette information. Bah oui, écoutez, comment ça a mis si longtemps? Si vous essayez de radicaliser quelqu'un qui vit une vie normale sous les radars, eh bien, si vous voyez qu'il y a une attaque et que vous êtes quelqu'un qui n'a pas été ciblé par les autorités, donc vous allez vous adresser aux gangsters, vous vous adressez aux gens qui sont déjà impliqués dans la criminalité, qui ont accès à des armements, qui savent et qui ont déjà commis des crimes. Et donc, vous leur demandez de cibler des juifs de manière spécifique. Encore une fois, la plupart de ces gangsters n'ont pas vraiment de connexion avec des juifs qu'ils connaissent. Donc, c'est facile de concentrer cette haine contre les cibles juives puisqu'ils n'ont aucun rapport avec eux. Oui, pour moi, c'est évident. C'est totalement logique que c'est ce qu'ils essaient de faire et c'est ce qu'ils font. Si vous aviez, ça sera ma dernière question, Dr Yehuda Price, une personne à choisir dans les manifestations qui sont aux États-Unis, dans les campus, et qui crie Intifada, vous lui diriez quoi? Vous lui expliquerez quoi? J'aime bien avoir des conversations parce que je sais, vous savez, j'ai fait mon doctorat il n'y a pas longtemps et j'ai vu sur les campus l'antisémitisme déjà en développement sous la forme de l'antisionisme, cet anticolonialisme, anti-impérialisme, sans comprendre du tout l'histoire de la région. Je pense que c'est l'article 11 dans la charte
t-shirt du Hamas où ils admettent avec fierté qu'ils font du colonialisme et de l'impérialisme, et c'est comme ça qu'ils ont soumis les indigènes de leur territoire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et les gens ne le savent pas. Donc, à nouveau, avoir des conversations quand les gens sont coupés de leur milieu de départ, c'est facile pour eux de croire à n'importe quoi. Et donc, ils n'ont aucune raison de ne pas participer à ces activités parce qu'il semble que c'est une façon d'être humaniste, c'est une façon à leurs yeux de défendre des choses sociales. Une fois qu'ils voient les choses plus nuancées et qu'ils comprennent mieux, j'ai eu des conversations passionnantes avec ces gens et beaucoup de gens très différentes qui se sont calmés dans leur expression alors qu'ils utilisaient des mots comme intifada. Quand vous essayez d'appeler les juifs impérialistes ou colonialistes, c'est de l'antisémitisme. Et il faut le dire, les gens ils disent qu'ils sont antiracistes et ils ne conceptualisent pas ce qu'est l'antisémitisme. Ils peuvent pas déconstruire d'autres sociétés, d'autres cultures où l'antisémitisme est présent. Donc il faut qu'ils comprennent. Et donc, une fois que vous attirez leur attention de manière plus intime, pas dans les foules, mais en face à face, où ils peuvent parler, eh bien, vous avez des conversations plus profondes. En tout cas, vous en avez la possibilité. Vous savez, bon, il y a des gens qui sont très difficiles à toucher, mais enfin, quand même. Merci infiniment, Yehuda Price, d'avoir accepté mon invitation. Thank you for having me. Merci de m'avoir accueilli. Merci également à Gisèle Abazon pour l'interprétation de vos propos. Voilà, c'était assez exclusif pour A24 News, cette histoire que nous avons tous trouvée assez incroyable d'un ancien gangster qui explique effectivement cette frontière très fine aujourd'hui qui existe entre la criminalité et le terrorisme. Voilà, c'est la fin de cette émission de Défense. À très vite.